Bonjour à tous, alors on va poursuivre donc le cours sur les lois de l'induction avec tout d'abord la loi de Lenz. On va commencer par regarder, alors déjà je vais commenter l'expérience de Faraday, donc c'est une expérience assez ancienne, 1831. En fait Faraday se demande si un champ B peut être à l'origine d'un courant. Si comme un champ B peut être à l'origine d'un courant, est-ce que la réciproque ne peut pas être vraie? Il essaie de vérifier si ça. Donc, si. Alors, est-ce qu'un champ B peut être à l'origine d'un courant? Alors, on peut avoir un courant. Donc, à l'origine d'un champ magnétique. Est-ce que la réciproque est est-ce qu'un champ B est ce qu'un champ magnétique peut être lui à l'origine d'un courant? Peut-être à l'origine. Est-ce qu'un champ B peut être à l'origine d'un courant? Donc voilà l'expérience et on va la regarder ensemble la vidéo. Alors hop, donc un petit intervalle de temps pour afficher la vidéo. On ajoute ceci, on ajoute une source, voilà, et on va augmenter, on va lire la vidéo, voilà. Alors hop, voilà, on va lire la vidéo. Donc vous voyez, on va introduire le pôle sud d'un aimant dans une bobine non alimentée, et on observe le passage d'un courant positif, et lorsqu'il ressort l'aimant, le courant est négatif. Il y a une chose à remarquer encore, on peut regarder la vidéo en boucle. Hop, je vais la relancer. Hop, on va relancer la vidéo. Hop. Et donc je vais recommencer à nouveau. Donc j'ai un aimant droit. On va introduire le pôle nord de l'aimant, la partie rouge. Lorsqu'il introduit le courant positif, lorsqu'il ne bouge pas d'intensité, lorsqu'il ressort le courant est négatif. Lorsqu'il introduit plus vite, l'intensité est plus élevée, vous voyez ce qui se passe. Alors évidemment, si on intervertit pôle nord et pôle sud, on obtient les résultats inverses. Et une chose, je vous laisse aller regarder les vidéos. Si on bouge cette fois la bobine par rapport à l'aimant, on obtient la même chose. Donc on va commenter tout ce qui est fait avec lors de cette expérience. Donc on introduit un pôle nord dans une bobine qui est juste reliée à un voltmètre. Là j'avais mis branché un oscilloscope, alors ça ne change pas grand chose, un voltmètre ou un ampèremètre. On s'aperçoit juste que si je représente au cours du temps, on va avoir ça et ça qui se passe pour I. Ça c'est la première introduction. Je vais mettre comme ça. Introduction pôle nord. Arrêt. Alors qu'est-ce qu'on fait? Arrêt de l'aimant. Sortie de l'aimant. Je vais refaire le schéma parce qu'il n'est pas bien fait. Hop. Voilà. Donc on observe en fait, je fais comme ça, au cours du temps, on introduit, on a quelque chose comme ça, rien, on n'a plus rien, et hop, comme ceci. Et donc là c'est I. Si on fait la même expérience, lorsque la personne refait la même expérience, mais en augmentant vitesse introduction sortie et sortie, vitesse d'introduction et de la sortie, ce qui se passe, c'est que l'intensité est beaucoup plus élevée. J'ai fait un petit peu comment, mais voilà. Donc on va avoir une intensité qui prend une valeur beaucoup plus élevée que lorsqu'on l'introduit tranquillement.
Alors, si on déplace la bobine par rapport à l'aimant, je vous laisse aller regarder la vidéo, c'est le même constat. Que se passe-t-il à l'aller au retour de l'aimant? Répondre aux questions. Alors, on remarque, le signe de l'intensité change. L'activité change. Si on inverse le pôle de l'élément, bah c'est idem en fait. C'est la même chose, alors je ne vais pas représenter. Et question suivante. Question suivante ici. Quelle influence de la vitesse de déplacement de l'aimant par rapport à la bobine? Plus V bobine par rapport à l'aimant est élevé, et plus le courant est intense, plus l'intensité des courants est intense. Et plus l'intensité est élevée. Donc ça, c'est très important. C'est l'importance du temps, de la durée. L'importance de dt. Importance de delta t, l'intervalle de temps sur lequel s'effectue l'expérience. Alors, on va passer à l'exploitation de l'expérience et la loi de Lenz. Alors, on va faire un petit schéma, évidemment, pour comprendre un petit peu mieux tout ça. Les lignes de champ magnétique d'un élément sont dirigées, ça vous le savez bien, du nord vers le sud. Lorsque le pôle nord de l'élément se rapproche de la bobine, le champ magnétique reçu par la bobine augmente selon l'axe A. Donc là, on va faire un petit schéma pour qu'on soit bien conscient de tout ça. Donc si je représente un petit élément comme ceci, hop, donc là vous avez le pôle nord, le pôle sud. Hop, le pôle nord, on le représente comme ceci. Les lignes de champ, je vais les représenter. On a bien des lignes de champ qui partent du pôle nord pour rejoindre le pôle sud, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Et en fait, selon l'axe, je vais le faire en vert ici, l'axe de l'aimant, le champ B augmente selon cet axe-là. Le champ B augmente selon l'axe sud-nord de l'aimant. Lorsque le pôle nord d'amande s'approche de la bobine, le champ magnétique reçu par la bobine augmente selon l'axe sud-nord de l'aimant. Bah, ça c'est ce qu'on voit là, parce qu'au sein de l'aimant, voilà comment évolue le champ B. Alors, si je représente une bobine comme ceci, alors comment est-ce qu'on va la représenter? Comme ça. Comme ça. Hop. Est-ce que c'est bien? Oui. Si je le représente comme ceci, alors, je vais orienter le contour en fait. Alors, comment est-ce que... Il faudrait qu'on soit... que les fils donc, qui sont reliés à l'ampèremètre, que vous ayez la bobine en main en fait pour savoir comment sont orientés les fils. Alors si je les oriente, eh bien, comme si j'oriente le courant comme ceci, eh bien, le champ, en fait, bon, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? C'est vrai que sans expérience, c'est très délicat et il faudrait connaître l'orientation des fils et le lien avec le courant I positif que l'on voit. Donc on a en fait un courant I positif associé à en fait un champ B qui va être orienté comme ça. Alors je vous donne le résultat en fait, parce que en fait ça va créer un champ B qui va s'appeler, on ne voit rien du tout. Un champ B induit par le passage d'un courant I positif comme ceci dans la bobine. Alors si je prends I positif comme ceci, on a un champ B résultant orthogonal à la règle de la main droite, un champ B résultant orienté comme ceci. En fait, le champ B, donc je vais écrire induit, le champ B induit dans la bobine est opposé au champ magnétique que reçoit la bobine en fait. Elle reçoit de la part de l'aimant un champ magnétique, et en réponse à ce champ magnétique qu'elle reçoit,
cette variation, on va voir que c'est pas du tout le champ B, hein, c'est la variation, parce que si on introduit avec une vitesse nulle l'aimant dans la bobine, en fait, il ne se passe rien. Donc c'est bien la variation temporelle qui sera importante. On va voir que ça va être la variation temporelle du flux. Mais en tout cas, si vous augmentez le flux de champ magnétique dans la bobine ici, en réponse, on va dire elle est fâchée, entre guillemets, elle voit un champ magnétique qui augmente, un flux de champ magnétique qui augmente en son sein, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Tout ça, c'est entre guillemets évidemment, mais elle crée un courant induit qui va lui créer un champ B, être à l'origine d'un champ B, qui s'oppose au flux de champ magnétique créé par l'aimant. Donc il y a une espèce de modération, ça s'appelle une modération, c'est ça, en physique, liée à la modification des caractéristiques du système. Avant introduction du champ B, il n'y a rien dans la bobine, mais là on introduit le champ B créé par l'aimant. En réponse, la bobine crée un courant I à ses bornes, qui la traverse, qui elle crée un champ B qui s'oppose au champ magnétique vu. Donc un courant induit dans le sens, je ne sais pas, on peut dire représenté. Hein. Oh là, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Représenté. Le courant crée, d'après les règles de Magritte, un champ voulu porté par, alors si on met un axe comme ceci, EX, j'aurais pu remonter, donc c'est donc par moins EX. Ce nouveau champ magnétique créé tend à diminuer le champ créé dans la bobine. Donc ça c'est ce que j'ai dit. Si évidemment, maintenant, lorsque le pôle nord de l'aimant s'éloigne de la bobine, ou lorsque le pôle sud s'approche de la bobine, là c'est la même chose, le champ magnétique reçu par la bobine diminue à ce moment-là, selon l'axe sud-nord de l'aimant. Si je refais les mêmes schémas, je peux le faire. Hop. Donc cette fois, on va sortir V comme ceci, donc on a le pôle nord toujours comme ça, le pôle sud comme ceci. Voilà, alors la bobine. Oui, c'est pas ça que je vais faire. Hop. La bobine comme ceci. Voilà. Et bien cette fois, le champ B diminue selon l'axe sud-nord de l'aimant. Donc en fait, en réponse, on va avoir un champ B induit qui va être comme ceci. Donc, B induit dans la bobine. Un vecteur, mais induit dans la bobine. Et donc, le nouveau champ crée un courant induit apparaît dans le sens d'un courant induit, cette fois dans l'autre sens. Donc, vous avez un courant I positif comme ceci. Alors, sauf que, en fait, si on a gardé l'orientation de tout à l'heure, il n'y a pas de raison d'avoir changé. Le I de tout à l'heure, je vais faire une autre couleur. Hop là. Tac, tac, tac. Je vais le mettre en vert. Le champ que l'on crée ici est lié à un courant positif dans ce sens. Après la règle de la main droite. Mais en fait, si on a conservé la même orientation que tout à l'heure, le I tout simplement, que tout à l'heure, il est négatif. Et c'est ce qu'on observe expérimentalement au moment où on sort l'aimant de la bobine ou alors qu'on introduit son pôle sud. Donc on ferait dans le sens opposé au précédent. Pour remplir les blancs, hop, le courant créé après la règle de la main droite, un champ magnétique porté par cette fois plus EX. Le nouveau champ magnétique créé tend à augmenter le champ créé dans la bobine parce qu'au moment où vous sortez l'aimant de la bobine, eh bien vous diminuez le champ qu'elle reçoit. En résumé, dans chaque cas, le courant induit crée un champ magnétique qui s'oppose à la variation de celui de l'aimant. C'est la loi de Lenz. Donc les phénomènes d'induction s'opposent par leurs effets aux causes qui leur ont donné naissance. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est une loi de, entre guillemets, pour la mettre, loi de modération. En fait, il y a une opposition aux modifications. Modération. Modère les effets. Vous avez compris ça. Alors pour l'instant, c'est que très qualitatif. Hein. On va formaliser ça beaucoup plus dans les deux chapitres qui suivent, bien entendu. Alors nous avons vu que plus la vitesse de déplacement, donc là on va passer au grand 3, loi de Faraday. Justement, la loi de Lenz, j'insiste, hein, c'est uniquement qualitatif, mais il faut que vous la connaissiez.
loi de Farad est beaucoup plus quantitative, mais on va l'expliciter dans le chapitre suivant. Alors on a vu que plus la vitesse de déplacement de l'aimant par rapport à la bobine était élevée, plus le courant induit était intense en valeur absolue. Là on ne s'intéresse pas aux signes absolus, peu importe que l'on sorte vraiment entre les éléments. Alors, variation de flux magnétique à travers le circuit. Si on choisit arbitrairement un sens positif sur la bobine, on va faire un petit schéma là-dessus. Ouais, petit schéma, une petite bobine. Arbitrairement. Donc là, je présente la bobine comme ça. Je la fais dans le sens comme ça, la bobine. Hop, et là, je vais l'orienter. Mais c'est vraiment, on part d'une orientation où c'est nous qui choisissons. Donc j'oriente la bobine comme ceci. I, on met des couleurs, quand même. Hop, couleur, I orienté comme ça. Alors, peu importe que ce I soit positif ou pas, en tout cas c'est à l'origine d'un vecteur surface n unitaire, comme ceci. Vecteur unitaire, pardon, orthogonal, orienté selon la règle de la main droite. Dans le cas où le champ magnétique extérieur est de même sens que le vecteur normal au plan des spirales. Ça veut dire que le champ magnétique extérieur, on va le représenter en mauve, Bx, il est comme ça. Le champ B extérieur, alors on ne sait pas trop par quoi il est créé, bon, il est comme ça. Colinéaire de même sens que N. Le flux de champ magnétique B à travers le circuit est donc positif. Parce que lorsque vous faites le flux, je vais en parenthèse, on a le rapport, l'intégrale, l'intégrale de B scalaire ds, mais en fait, il suffit que j'écrive B, N, ds. Parce que ds, pour rappeler, hein, le vecteur surface, c'est rien d'autre que la surface élémentaire portée par le vecteur normal M. Donc positif. Lors du déplacement de l'élément dans le sens d'introduction du pôle nord, le flux, qu'est-ce qu'il fait? En fait, si on introduit un aimant, donc là je vais représenter l'aimant, on peut l'introduire comme on l'introduit, donc on a dit quoi? Introduction du pôle nord dans la bobine. J'introduis le pôle nord ici. Le pôle nord là. Beaucoup de place. Le pôle nord et le pôle sud est là. Alors, donc cette fois, donc, le champ B est bien orienté comme ceci, pour la bobine. Eh bien, le flux augmente en valeur absolue, comme en valeur algébrique, en fait, parce qu'on a phi qui est le produit scalaire B scalaire S, donc Bx, ce que j'ai appelé Bx ici. Bx scalaire S est positif, donc on a le flux qui augmente. Conformément à la loi de Lenz, le courant induit va créer un champ de sens opposé à N, c'est-à-dire un courant induit qui va circuler dans le sens négatif. Variation de flux positive implique intensité de I négative. Donc en fait, là, l'orientation de I qu'on a donnée complètement arbitrairement, on va avoir I négatif. On va observer I inférieur à 0, I créé, induit. Au début, je m'étais contentée simplement d'orienter la surface. On n'avait pas du tout de courant. La bobine, elle est là, mais elle n'est pas du tout parcourue par un courant. Là, elle est branchée évidemment sur un circuit. Je vais mettre un ampèremètre pour que vous compreniez, parce que sinon, on a l'impression que le circuit est ouvert. Voilà. Et en fait, là, c'était juste pour orienter le circuit. Par contre, au moment où vous introduisez l'élément, vous faites modifier le flux de champ magnétique à l'intérieur de cette bobine. En réponse, apparaît un courant I négatif, c'est négatif pour le sens qu'on avait représenté initialement comme ceci. Hop, donc on passe à la suite, hypolie. Donc, maintenant, le courant induit dans le circuit est égal à celui que produirait un générateur fictif, dit générateur induit, dont la FEM, compté positif dans le sens conventionnel positif du courant, c'est-à-dire du I que l'on a défini précédemment, là, est tel que on a, alors ça c'est à retenir, donc E, la FEM qui apparaît, si on peut mettre un voltmètre, je vais refaire le schéma, donc hop, on a
Reprenons l'expérience dans le sens qu'on a fait. Depuis le début, on a commencé par orienter arbitrairement comme ceci. Ensuite, on a introduit un aimant de telle sorte que vous aviez le pôle nord. Alors évidemment, ça marche là, l'expression marche dans tous les cas. Il n'y a pas de... Il marche dans tous les cas, on a quelque chose comme ça. Donc là, le BX qui augmente comme ceci. En réponse, la bobine crée un champ B, B induit, donc B induit, je l'écris là, B induit, opposé au BX que reçoit la bobine. Et ce courant, enfin ce champ B, résulterait d'un courant I qui serait orienté dans l'autre sens. Donc en fait, le I qu'on a initialement choisi est négatif. Et en fait, si je représente ici, apparaît une FEM, une tension, dont la valeur est égale à l'opposé de la variation de flux par rapport au temps. Et donc, si on explicite, on a moins la dérivée par rapport au temps de B scalaire S si B est uniforme. Si B uniforme sur S. Alors maintenant, on va avoir deux choses. Et ce sera les deux derniers chapitres de l'année que l'on va traiter. Cette expression est valable. Donc, dans le cas d'un circuit mobile, alors ça veut dire que cette fois, S varie au cours du temps. Donc cette fois, ce sera ds sur dt qui sera non nul, sur dt différent de 0. Par contre, b stationnaire, c'est-à-dire que d de b sur dt égale 0. Il y a le même vecteur nul. Donc, quand on dérive, on peut dériver le produit. Donc, soit on a b et s, on peut avoir b, on n'aura pas les deux qui varient cette année. Donc, soit b est constant et s varie, c'est le premier cas. Soit au contraire, le circuit est fixe, donc S, vecteur surface, reste fixe, et l'air et l'orientation. Et cette fois, c'est B qui est variable. Donc voilà les deux exemples que nous ferons dans ces 3 et ces 4 dans les 2 prochaines semaines. Donc vous avez le TD qui se poursuit, qui commence, pardon, faites bien attention, le TD est à la suite de ce cours, parce qu'il n'y a que 2 exercices. Donc je vous laisse les traiter. Alors le premier c'est du qualitatif, très qualitatif, mais c'est très important, d'autant plus que vous ne ferez pas les TP d'induction cette année. Et le deuxième, un exercice qui pourrait être traité dans le cas du chapitre 3, mais on va le faire là. Donc voilà, je vous laisse les traiter, et puis, eh bien, je vous remercie.